Bientôt 5 ans que Bruxelles était attaquée par des terroristes. Le 22 mars 2016, bombe à l'aéroport, bombe dans le métro de la capitale. Au-delà du choc, de l'émotion et de la solidarité avec les victimes, beaucoup de promesses ont été faites à l'époque. Un gros travail d'enquête réalisé au Parlement, mais certaines victimes se disent abandonnées. Alors qu'est-ce qui reste à faire? On en débat. Bienvenue sur le plateau de Versus. Et avec moi, 4 invités en plateau. Aristide Mélissas, vous êtes victime d'un attentat et aujourd'hui actif dans l'association V-Europe. À côté de vous, maître Valérie Gérard, vous êtes avocate de l'association Life for Brussels qui défend elle aussi des victimes d'attentats. De l'autre côté de la table, Gilles Van den Burg, vous êtes chef de groupe écolo à la Chambre. Bonjour. Vous étiez membre de la commission d'enquête fédérale et à vos côtés, un autre parlementaire CDH, lui, Georges Dallemagne. On attend évidemment vos réponses à toutes les questions qui seront posées aujourd'hui, car 5 ans après ces attentats, certaines victimes, je l'ai dit, se sentent abandonnées par l'État. C'est notamment le cas de Manuel Martinez. Il était dans le métro lorsque la bombe a explosé. Et depuis, il croule entre les soins et les factures. Nous l'avons rencontré, c'était au mois de janvier dernier. Un témoignage recueilli par Jean-Michel Herbin, Quentin Rossels, qu'on va commenter ensemble. Depuis près de 5 ans, Manuel Martinez vit au rez-de-chaussée de sa maison familiale. Pour se laver, vaille que vaille, il descend dans cette buanderie qui lui sert de salle de douche. Manifestement, les lieux ne sont pas adaptés à son handicap. J'ai déjà eu un accident, vous avez vu les photos. Je me cassé ici, je me cassé mon pied. Encore une petite fracture j'ai eu. Parce que je ne sais pas, il n'y a rien, comment tu peux me tenir, quoi. Manuel a rentré un devis pour installer une douche de plein pied, des rambardes, une chaise et encore d'autres supports. Mais l'assurance rechigne à débloquer les fonds, estimant qu'il va bientôt retrouver l'usage de ses jambes. Nous estimons qu'il est encore trop tôt pour se prononcer succès et ménagement. Ça veut dire qu'il faut attendre. La galère de cette victime des attentats ne s'arrête pas là. Dans cet immense tiroir, les factures d'hôpital s'accumulent. Beaucoup d'entre elles nécessitent un plan d'appurement. Tout ça, c'est moi qui dois payer. Tout, c'est moi. On parle de factures de montant de combien? Et en total, il y a plus ou moins entre 12 et 13 000 euros. Ce jeudi après-midi, après avoir quitté l'hôpital, Manuel est de retour chez lui. Au total, 35 interventions chirurgicales ont été nécessaires et rien ne dit qu'il n'y en aura pas d'autres. Un véritable calvaire. Je devais être mort le 22 mars, je ne devais pas être resté ici. Parce que c'est triste de dire ça, mais parce que j'ai une famille, mais comme moi je suis, et tout ce que je sais pas, ma situation, il ne mérite pas de rester ici, quoi. Manuel a logiquement le moral à zéro. Presque 5 ans après les attentats, il se sent abandonné par l'État. Abandonné par l'État, une parole forte. Aristide Mélissas, c'est un cas rare, unique parmi les victimes d'attentats, de se retrouver comme ça autant d'années après et de se sentir encore délaissé, d'être noyé par les factures et les problèmes. Que ce soit un cas unique, je ne pense pas, malheureusement. Il y a, auprès des dossiers qui ont été enregistrés auprès de la commission financière, 1572 dossiers. Nous pensons qu'il y a eu 680 dossiers beaucoup plus lourds à traiter. Et ce cas-ci est clairement un cas très, 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 très lourd. Et il faut savoir qu'il y a encore des cas similaires, des gens qui se battent encore toujours entre médecins différents, que ce soit les médecins, les expertises auprès des assurances, donc des médecins des assurances, ou les expertises auprès du médecin fédéral, le MEDEX. C'est un peu bizarre pour ce genre de cas pourtant très visible de recevoir une expertise A chez un médecin et pour les mêmes blessures, recevoir une expertise B chez un autre médecin. Quantifier cela, je crois que c'est un peu difficile. Ça n'a pas encore été vraiment fait. Ce serait peut-être bien de le faire. Mais nous estimons qu'à notre avis, il y a sûrement encore un quart des victimes qui sont avec des dossiers très, 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 très lourds et très ouverts. Oui.
Un quart des victimes qui n'ont pas encore une réponse. Un quart des adéquate. victimes qui n'ont pas, où il n'y a pas encore de consolidation possible, où ça traîne encore toujours. Oui. Alors je me tourne vers Valérie Girard, vous êtes avocate, notamment dans vos clients, il y a l'association Life for Brussels, beaucoup de victimes. Tout à fait. Pour des personnes qui estiment ne pas avoir été aidées correctement par l'État, il y a encore quelque chose à faire, il y a vraiment des clés dans le droit pour pouvoir être mieux défendu, si je puis dire. Alors, il faut d'abord se rendre compte, c'est quoi l'indemnisation des victimes d'attentats en Belgique. En fait, l'indemnisation des victimes d'attentats en Belgique, c'est différents interlocuteurs, une multitude d'interlocuteurs, une multitude d'expertises, une multitude de procédures à devoir introduire pour pouvoir être indemnisés. Donc, des cas comme celui de M. Martinez, il en existe encore aujourd'hui beaucoup. Pourquoi ? Parce que les victimes ne savent pas comment faire pour être correctement reconnu dans le cadre de ces différentes procédures. C'est un peu ce qu'on n'arrête pas de dire depuis le départ. Il aurait fallu simplifier les choses et créer un fonds de garantie, comme il en existe un en France, pour pouvoir permettre aux victimes d'être correctement indemnisées. Et ce n'est pas ce qui existe aujourd'hui. Alors les victimes doivent se retourner vers les assurances, ensuite elles doivent se retourner vers la Commission pour l'aide financière, elles doivent se retourner vers le service fédéral des pensions pour l'octroi éventuellement d'une pension de dédommagement. Et lorsqu'elles sont également gravement blessées, gravement atteintes, gravement handicapées, elles doivent également solliciter une allocation pour personnes handicapées. Donc tout ça rend les choses excessivement compliquées pour les victimes d'attentats. Il y a des pays qui ont mieux réagi que nous. Il y a d'autres pays d'Europe ou d'Occident qui ont été victimes d'attaques terroristes coordonnées. Est-ce qu'il y a des pays dont on devrait s'inspirer et qui peuvent encore être de bons exemples ? Alors je me tourne vers les politiques. Vous opinez du bonnet, Georges Dallemagne. À quel pays vous pensez qui fait quoi ? Par exemple, la France, vous savez qu'au lendemain, et quand je dis le lendemain, c'est vraiment dans les heures qui ont suivi l'attentat de Nice, toutes les victimes de l'attentat de Nice ont reçu 12 000 € sans devoir justifier pour tous les frais qu'ils devaient avoir dans les premiers temps. Et ces frais, on sait qu'ils sont très divers. Pour certains, ce sont des premiers soins. Pour d'autres, c'est de faire revenir une partie de la famille qui est à l'étranger. Pour d'autres encore, c'est de pouvoir prendre congé de son travail. Et donc, ils ont reçu cette somme-là. Ça n'existe pas en Belgique. Et c'est vrai, en Belgique, les victimes ont été abandonnées par l'État. Je rappelle qu'il a fallu 1 an à la commission d'enquête pour recevoir les premières victimes. Il a fallu 2 ans au Premier ministre pour rencontrer les victimes des attentats terroristes. Et 5 ans après, c'est vrai, les victimes ne sont toujours pas accompagnées personnellement dans leur démarche, comme elles l'avaient demandé, de manière très très légitime et très simple finalement. Elles avaient dit, écoutez, nous dans le maquis institutionnel, dans ces assurances qui nous renvoient d'un expert à l'autre, etc., on ne s'en sort pas, est-ce que vous pourriez venir nous aider ? Eh bien, cet accompagnement individuel des victimes, il n'existe toujours pas par l'État aujourd'hui, 5 ans après. Gilles Van den Buren, on peut contraindre légalement les assurances à jouer le jeu. Après, on entendra ce qu'en disent les associations de victimes, mais est-ce que légalement, on peut contraindre des compagnies qui ont communiqué cette semaine? Elles ont dit on a quand même déjà déboursé 50 millions d'euros, il y a encore 70 millions d'euros en réserve. Elles mettent des liquidités sur la table quand même, à moins que vous me disiez que c'est insuffisant. Mais tout d'abord, moi je voulais... Voilà, ce sont des situations évidemment tout à fait dramatiques. Le reportage qu'on vient de voir, c'est évidemment poignant et je pense qu'effectivement, on ne peut qu'être en empathie, je dirais, et comprendre le désespoir et les difficultés de ces personnes. Je pense qu'il y a vraiment à chaque fois des situations humaines ici qui ont été décrites, vous avez donné les chiffres, qui sont dramatiques. Et je rejoins aussi évidemment ce qui a été dit sur, je dirais, l'imbroglio ou le nombre de structures qui sont face aux victimes. On était ensemble effectivement avec Georges Dallemagne en commission d'enquête, la législature dernière, commission d'enquête attentat. Je me souviens aussi de voir ces victimes qu'on a reçues trop tard, je suis tout à fait d'accord. Avec sur des les compagnies d'assurance. Non, mais venir avec des classeurs, parce que j'arrive aux compagnies d'assurance, mais qui venaient devant nous avec des classeurs en disant regardez, là, après quelques semaines, parce qu'on était après 1 an, et qui venaient avec des classeurs énormes, et qui étaient complètement démunis face à cette difficulté presque kafkienne au niveau de l'administration. Sur les assurances, il y a effectivement des règles qui ont été prises suite aux recommandations de la commission d'enquête. Il y a des choses qui ont évolué, mais effectivement, il y a toujours l'expertise autour du pourcentage d'indemnisation qu'on sait qui est très très compliqué en fonction. On le voit ici en fait dans le reportage que vous avez donné aussi. Enfin, je ne connais pas ce cas en particulier, mais je veux dire, tout va dépendre systématiquement du pourcentage de reconnaissance par rapport
rapport à la souffrance psychologique, souffrance physique. Et donc là, moi j'ai reçu aussi beaucoup de témoignages qui vont en ce sens, encore dans la presse récemment. On voit qu'il y a trop souvent, les assurances jouent le jeu de payer le moins possible. Et ça ne va pas, soyons clairs. Je me tourne vers les associations légalement, victimes, pour vous répondre... Vous avez l'impression que les assurances ne jouent pas le jeu, on doit aller plus loin dans la contrainte, c'est une demande que vous avez, parce que si les victimes ont été entendues en commission 1 an après les attentats, ça veut dire que c'était il y a 4 ans déjà. Tout à fait. C'est une demande des associations d'aide aux victimes du terrorisme que les assurances aillent beaucoup plus loin. Donc il faut se rendre compte de ce que c'est une expertise dans le cadre de la reconnaissance de son dommage. Il faut se rendre compte de ce que c'est de devoir déposer devant un expert et démontrer qu'on a bien subi un choc post-traumatique et que ce choc post-traumatique a des conséquences sur sa vie. Et ça, c'est excessivement difficile à le démontrer, d'autant plus quand on est seul dans le cadre de cette expertise et quand l'expert que vous avez en face de vous n'est pas un expert psychiatre, mais qu'il va quand même établir un taux d'invalidité sans avoir recours à un sapiteur psychiatre. Donc le problème de ce genre d'expertise, c'est lorsque les victimes sont seules dans l'expertise et qu'elles ne sont pas accompagnées de médecins conseils, qu'elles n'ont pas eu cette information ou qu'elles ne sont pas assistées d'un conseil juridique. Aristide Mélissas, vous avez été victime d'un attentat, vous êtes passé par ces expertises. Les gens qui avaient en face de vous ont joué le jeu, si je peux utiliser cette expression. Ils étaient à la mesure du traumatisme que vous avez vécu, et votre épouse également. Notre cas est un peu différent vu que nous avons été pris à l'étranger. Ce n'est pas la même chose que sur le territoire belge. Donc notre cas n'est pas couvert par les assurances. Nous avons eu tout de suite donc, une expertise médicale auprès du MEDEX qui, en ce qui nous concerne, il faut tomber sur le bon médecin. On entend de tout. On entend de temps en temps des bonnes expertises, et ça, il faut le saluer. Mais en fait, les expertises devraient être bonnes tout le temps. Notre cas ça a été un bon cas, je dirais. Une dame très humaine, comme il le faut, chaleureuse, à l'écoute. Et ça, c'est malheureusement, ces derniers temps, il s'avère que parmi cette estimation du quart du nombre de cas qui ne sont toujours pas fort aidés, il s'avère que ça ne se passe pas comme ça. Et ça, c'est très dommage. Et vous avez beaucoup de retours de personnes qui ont eu des estimations différentes, vous me disiez, quand on préparait ce débat. Nous avons eu, je peux citer son cas sans citer son nom, mais elle me le permet. Nous avons eu une dame qui travaille à l'aéroport. Du MEDEX, elle a demandé une aggravation. Elle a obtenu finalement un pourcentage qui a augmenté à 30%. Mais du côté des deux assurances, vu qu'il y avait une assurance, puisqu'elle était au boulot, il y avait une assurance travail, et puis il y avait une assurance aussi couverte du côté de l'aéroport. Là, il y a un pourcentage de 6 et de 15%. Pourtant, on parle de la même dame, des mêmes cas, des mêmes blessures, des mêmes cas de PTSD, Post-Traumatic Stress Syndrome. Et c'est très, très regrettable et c'est très difficile aussi pour les victimes de comprendre ces choses-là. Georges Dallemagne. Ce qu'il fallait faire, et c'est ce que les victimes avaient demandé, c'est ce qu'on n'a toujours pas fait en Belgique, mais ça existe dans d'autres pays, c'est faire en sorte que ce soit l'État qui indemnise les victimes. C'est ce qu'on avait appelé le principe de subrogation. C'est-à-dire qu'au lieu de laisser les victimes seules face aux assureurs et négocier avec les assureurs le pourcentage d'invalidité, les montants qui allaient être remboursés, c'est que l'État, dans un premier geste, remboursait, finançait, aidait et faisait l'expertise du taux d'invalidité des victimes et puis se retournait, elle, à l'égard des assurances. Et là-dessus, il y a eu un blocage. Il y a eu un blocage très clairement de la part du gouvernement. À l'époque, on est pas cette demande très simple des victimes qui existe dans d'autres pays n'a jamais été rencontrée. Et je pense qu'elle doit être rencontrée. Il faut faire évoluer la loi. Il faut faire en sorte qu'effectivement, à l'avenir, les victimes d'attentats puissent effectivement être aidées par le gouvernement, par l'État, qui lui-même se retourne vers les assurances. Alors, il y a quand même... Oui, allez-y, juste un mot pour rebondir, parce que je suis d'accord, c'est le système, en fait, comme il se fait en France, qui d'ailleurs, en fait, est dans les recommandations de la commission d'enquête que nous avons tous voté à l'unanimité. Oui. Et effectivement, dans l'accord de gouvernement, du nouveau gouvernement, du gouvernement de Croo, il est marqué noir sur blanc que l'ensemble des recommandations de la commission d'enquête vont être mises en place et appliquées. Alors, ce n'est pas encore fait, je ne vais pas, mais il y a quand même cette volonté politique que nous, en tout cas nous, à la table des négociations durant le mois d'août 2020, on a clairement insisté pour qu'il y ait cette phrase, de dire l'ensemble des recommandations doit être appliqué. Alors, ça ne veut pas dire que malheureusement, il n'y a pas
voilà, je ne veux pas ici donner l'impression que c'est un coup de baguette magique qui va faire que tout demain ou dans les semaines qui viennent. Mais là, il y a quand même une intention politique très forte. Au-delà du vote, des recommandations, il y a l'engagement du gouvernement. Mais effectivement, ce système n'est pas encore aujourd'hui d'application en Belgique et c'est clairement vers ça qu'on doit tendre. Alors, il y a quand même une chose qui, moi, m'interpelle. Quand on regarde le rapport de cette commission d'enquête parlementaire, on en parle beaucoup parce qu'on a 2 membres actifs de cette commission et que c'est elle qui devait tracer des perspectives pour l'avenir. C'est qu'on évoquait ce que monsieur appelait le magma institutionnel, la complexité, le renvoi des institutions les unes vers les autres, les assurances vers l'État. Bon. Mais cette question-là s'est reposée dans d'autres dossiers, et notamment dans la gestion de la pandémie actuelle de Covid-19. Alors, est-ce qu'on a vraiment compris ça, Est-ce que vous avez l'impression, madame nous dit non, les députés, est-ce que vous avez l'impression d'avoir été entendus dans ce rapport qui était quand même conséquent de la commission d'enquête parlementaire, où c'était des vœux pieux, si je puis dire? Alors, je vais juste rebondir par rapport à la création du fonds de garantie. Il faut se rendre compte qu'aujourd'hui, si les victimes des attentats de Bruxelles ont pu être indemnisées, c'est parce qu'il y a 2 assurances de responsabilité objective qui ont eu l'obligation d'intervenir. Donc l'assurance de l'aéroport pour les victimes de l'aéroport et l'assurance du métro pour celles du métro. Mais pas parce qu'il y a eu un attentat, parce qu'il y a eu dans les 2 cas des explosions. Donc très concrètement, si aujourd'hui un attentat survenait en pleine rue, à l'arme à feu par exemple, il n'y a aucune assurance de responsabilité qui a l'obligation d'intervenir. Donc si la commission d'enquête parlementaire disait à l'époque qu'il ne faut pas attendre, qu'il ne faut pas réagir dans l'urgence quand un attentat survient pour prévoir une indemnisation pour les victimes, c'est parce que déjà, depuis le 22 mars 2016, on sait que des attentats pourraient ne pas être couverts par des assurances. La conséquence serait, dans cette hypothèse-là, qu'une discrimination se créerait entre des victimes. Des victimes qui auraient souscrit une assurance propre pourraient être indemnisées, mais certaines victimes ne seraient pas indemnisées correctement. Ça peut apparaître technique, mais c'est très très concret. Alors je vous pose cette question à tous les 4 maintenant, finalement. Est-ce que 5 ans après, on peut estimer qu'on a avancé dans la protection antiterroriste en Belgique? Est-ce qu'on est mieux protégé? Avant d'écouter la réponse des politiques, je me tourne vers victimes directes d'attentats. Est-ce que vous avez l'impression, vous aujourd'hui, que vous êtes plus en sécurité qu'il y a 5 ans? Très honnêtement, c'est votre avis personnel, et puis on va en débattre entre nous, mais comment vous sentez-vous aujourd'hui par rapport à il y a 5 ans? On se repose toujours sur ce qu'on ne connaît pas, évidemment, et c'est ce qu'on ne maîtrise pas. Mais j'ai l'impression, le fait de voir plus de caméras, le fait qu'il y ait plus d'échanges entre les pays, l'échange d'informations, le suivi, une réaction aussi beaucoup plus rapide quant à une menace plausible. J'ai l'impression que là, par contre, on a avancé, oui. Alors, sur la menace, on avait pointé notamment l'islamisme radical, c'était ça, l'inspiration des terroristes d'il y a 5 ans, mais on parlait de l'influence de la grande mosquée, ça a fait débat, on en est où là-dessus? Est-ce qu'on peut estimer qu'il y a moins d'islamisme radical dans nos rues, dans nos quartiers? On est un média bruxellois, à Bruxelles en tout cas, Georges Dallemagne et puis Gilles Van Den Burg qui a eu moins la parole que vous, j'insiste. Moi, je pense que ça reste le problème le plus complexe à gérer et le plus difficile et le plus présent à Bruxelles. On ne peut pas dire que les groupes salafistes et des frères musulmans aient diminué à Bruxelles. Au contraire, nos services de renseignement et de sécurité disent l'inverse. On ne peut pas dire que leur encadrement des jeunes a diminué, ou en tout cas, lors du premier confinement, malheureusement, lors de la pandémie, toute une série de jeunes qui étaient dans des activités sportives, culturelles, sociales, etc., se sont retrouvés parfois seuls ou seuls à la maison, étaient réencadrés. En tout cas, c'est les informations qui remontent du terrain. La question de la grande mosquée n'est toujours pas bien réglée, même si on a pu débrancher la prise de l'Arabie Saoudite, on a toujours un problème là. Donc cette question-là, elle reste importante. Très rapidement, sur l'efficacité de l'État, c'est un problème général en Belgique, vous avez raison. Dans certains domaines, on a amélioré les choses. Je ne voudrais pas être que péjoratif et négatif, mais par exemple, en matière d'organisation des secours, ça va beaucoup mieux. Il y a encore des problèmes de communication, mais ça va beaucoup mieux. En matière d'architecture de sécurité, comme on l'a appelé, justice, police, renseignement, ça va un peu mieux. Mais là, il reste encore des gros chantiers à réaliser. Gilles Van Den Burg, quels sont les chantiers qui avancent bien dans les recommandations que vous aviez faites avec la Donc clairement, en 5 ans, il y a eu des réelles avancées en termes d'architecture de nos services de sécurité et de renseignement, surtout au niveau collaboration. Qu'est-ce qu'on avait identifié à l'époque? Que beaucoup de services travaillaient en silo. Donc il y avait une information d'un côté, du côté du parquet, police fédérale, SGRS, donc c'est le renseignement militaire, la sûreté de l'État, le renseignement, et ces services se parlaient en tout cas trop peu. On ne va pas dire qu'ils ne se parlaient pas, mais aujourd'hui ça va mieux, des collaborations structurelles
qui ont été mises en place, forcées par les recommandations et donc mises en place par des conventions cadres. Il y a des task force entre le parquet, entre la police fédérale, entre toute une série d'acteurs qui sont beaucoup plus connectés entre eux. Il y a une base de données aussi qui a été mise en place au niveau sécurité, sur base de la base de données qui se fait au niveau santé, sur la sécurité sociale. On a fait le même type de base de données pour tout ce qui est sécurité. Donc oui, moi j'aimerais pouvoir dire que oui, l'architecture et la Belgique s'est clairement renforcée à ce niveau-là en 5 ans. J'aimerais quand même dire un mot par rapport à tout ce qui est radicalisation, parce que je pense qu'effectivement c'est un phénomène qui était très très présent il y a 5 ans. C'était effectivement à ce moment-là le radicalisme extrême islamiste. Mais les rapports de la Société de l'État effectivement font état de différentes menaces, dont celle-là encore, mais aussi l'extrême droite, qui aujourd'hui est d'ailleurs citée dans les derniers rapports de la Société de l'État comme une des menaces les plus importantes, avec des groupuscules racistes, fascistes qui vont s'entraîner d'ailleurs avec des armes dans certains pays de l'Est, ou en Russie, ça a été documenté. Et est-ce qu'on prend plus au sérieux ces menaces-là qu'on prenait la menace islamiste? Je pense que la menace que je voulais dire, c'est qu'elle est de plusieurs natures, et je pense que l'on prend très au sérieux. Alors maintenant, je ne veux pas non plus dire que le risque zéro est là, ce n'est pas vrai, il n'y a pas de risque zéro, mais on est mieux armé, outillé, organisé pour y faire face. Un point qui, moi, m'a frappé en me replongeant dans les archives d'il y a 5 ans, c'était ce qu'on appelait le Brussels bashing, le Molenbeek bashing, le Belgium bashing. Est-ce qu'aujourd'hui, les associations, et notamment VEurope, qui a des contacts à l'international, vous aviez une délégation en Espagne il y a peu, est-ce que vous avez l'impression qu'on a réussi un peu à déscotcher cette vilaine image qu'on avait à la Belgique de base arrière des terroristes? Voilà, brièvement, je voulais aborder cette question-là aujourd'hui. On a le sentiment, nous, à BX1, de mettre quand même souvent en avant des initiatives positives dans tous les quartiers de Bruxelles. Oui, bien entendu. Mais quand on dit vos membres à l'étranger. C'est vrai qu'on a reçu très facilement et plutôt, trop facilement cette étiquette. Ça fait le tour du monde. Ça a tendance à s'apaiser. Et il serait, je pense, bienvenu quand même de voir l'autre côté de Molenbeek, parce qu'il y a des très beaux bâtiments, de très belle architecture, et il y a des très beaux projets aussi de restauration, de quartier. Et il faut saluer ceci. Alors, soyons prospectifs. Je pose quand même une question. Il nous reste 3 minutes dans le débat. Parce qu'on avance bien, on aborde beaucoup de thèmes, mais il y en a un qui est important, c'est le procès. Il va venir. Comment se sentent vos clients, vos membres par rapport à ce procès? Et puis on demandera aux politiques une question qui mériterait un débat plus long, mais quid d'un procès qui va durer plusieurs mois? Est-ce qu'il n'y a pas lieu aussi de revoir quelque chose là-dessus? Mais d'abord sur l'état d'esprit des victimes. Évidemment, chacune a un état d'esprit différent, mais qu'est-ce qui en ressort? C'est l'impatience que ça vienne pour tourner la page, ou c'est la crainte que ça ravive des souvenirs? Donc en fait, nous, en ce qui concerne les membres de notre association, ça fait déjà pas mal d'années, parce que maintenant on peut parler en années, que l'on pense à l'ouverture de ce procès. Pourquoi? Parce qu'on savait que c'était un procès qui allait durer longtemps, qu'on savait que ça allait représenter de nouveau un choc pour les victimes, d'être confrontées aux auteurs. C'est quelque chose dont il faut bien se rendre compte que les victimes n'ont jamais été confrontées aux auteurs depuis 2016. Et donc on avait prévu la création d'un collectif d'avocats pour faire face à cette durée du procès, mais pour aussi faire rempart à l'égard des victimes et qu'elles soient correctement informées. Il est temps que ce procès vienne. Il est temps qu'il y ait cette confrontation, ou bien ça va être une épreuve pour les victimes? C'est une demande de certains. Donc il faut savoir qu'il y a tout type de victimes. On n'a pas l'obligation d'être partie au procès pénal. C'est-à-dire que même si aucune des victimes des attentats de Bruxelles ne souhaitait être partie au procès des attentats de Bruxelles, le procès se tiendrait quand même. Mais il y a certaines qui ont besoin de ce procès pour pouvoir refermer la page. On sait que ce sera long, ça va durer plusieurs mois. On fera un jour un versus sur l'avenir de la cour d'assises, mais ici, qui estime que c'est une bonne chose que ce procès dure plusieurs mois et qui pense, répondez-moi brièvement, qu'il faut une procédure écourtée, comme le réclame d'ailleurs le procureur Frédéric Van Leeuwen, et qui pense qu'on peut se permettre et que c'est mieux qu'on ait une longue procédure. Vous pouvez lever la main, vous pouvez vous manifester? Non. Alors, en tout cas, pour nous, ce qui est important, et ce qu'on a défendu d'ailleurs dans le débat qu'il y a eu au Parlement, c'est pour nous, le système de la cour d'assises est important. Que des citoyens puissent justement être donc ici tirés au sort, donc le système de la cour d'assises, pour pouvoir
rendre justice, parce que c'est ça qui est important pour les victimes. Alors évidemment, ça va prendre du temps, parce que l'un est corrélé à l'autre. Et pour nous, c'est vraiment important de garder ce système. On peut y réfléchir pour l'avenir, comment on pourrait le rendre peut-être plus efficace ou le réformer. Mais le système d'avoir des citoyens tirés au sort pour aller dans une cour d'assises, pour nous, en tout cas pour Écolo, il est très important. Georges Allemagne, vous? Moi, je pense que ce qui est important surtout, c'est d'avoir en tête les victimes, quels sont leurs besoins de justice, c'est que cette justice soit rendue de manière efficace. Et c'est vrai que je m'inquiète d'un procès qui va durer pendant de longs mois, qui va réouvrir toute une série de blessures et qui ne va, je l'espère, quand même pouvoir rendre une justice efficace. Je pense qu'il faut avoir ça en tête, et moi j'entends bien les arguments notamment du procureur fédéral, c'est d'avoir effectivement que justice soit rendue par rapport à cette erreur pour les victimes, pour la société, de manière efficace. C'est ça qui doit être notre fil guide. Alors il nous reste 30 secondes et ce sera le mot de la fin pour vous, monsieur Nous Mélissas. pensons que garder la cour d'assises classique, c'est peut-être pas vraiment super efficace pour ce procès-ci, vu que c'est quand même un procès de masse. Il y a 700 parties civiles. On sait qu'on a eu le cas du procès du musée juif où tout le monde était à genoux. On a donc une expérience concrète avec 7 ou 8 parties civiles où il y a eu un 8e suppléant. Et donc tout ce que nous demandons, c'est de rendre la chose plus humaine. Elles ont eu, toutes les victimes, leur moment hyper lourd, hyper difficile. Et là maintenant, ce qu'on va faire, au bas mot, un procès de 9 mois. Qui sait se payer un avocat pendant 9 mois? Alors, il y a des initiatives, on va faire un clustering, on va faire des équipes d'avocats, des trucs comme ça, mais on sait très bien que ça va être difficile. On ne parle même pas des fautes de procédure, on ne parle même pas des frais pour notre État. Merci, voilà. monsieur Mélissas. Je suis désolé, je dois vous sucrer, mais l'heure tourne. Merci à tous les 4 d'ailleurs d'être venus sur le plateau de Versus, échanger avec vos idées et dans le respect sur cette question et ces questions sensibles. On aura l'occasion d'en reparler. La semaine prochaine, ce sera un autre débat, d'un autre thème et d'autres invités.